Effectivement, moi, c'est ce que j'utilise dans un de mes logements. Et qui le fait sur ces contrats de prêt? Quasiment personne. Donc du coup, ma question, c'était quel montant? Il ne faut pas confondre le cautionnement avec le dépôt de garantie. Je veux bien répondre à cette question Ouais. sur un point que j'ai vécu, finalement. J'ai vu aussi ce que disaient les locataires pour éviter de payer les loyers. Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer le risque des loyers impayés. Je suis sûr et certain que vous vous êtes déjà posé la question, que c'est une petite insécurité, une petite peur qui reste dans un coin de votre tête. Et si mon locataire ne paye pas? Et pour répondre à cette question, je me suis entouré d'experts. Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Bonjour Baptiste. On commence par une petite présentation et après on attaque dans le vif du sujet pour vous apporter un maximum de valeur sur cette discussion ouverte. Elodie, t'introduis cette petite vidéo? Alors, très bien. Donc, je m'appelle Elodie Rétif. J'ai 3 activités. La première, c'est que j'accompagne les entrepreneurs, les investisseurs sur tous leurs projets business. La seconde, c'est que, effectivement, avec Dimitri Boujard, nous co-rédigeons des documents pour les propriétaires immobiliers. Et la troisième, ça concerne le nettoyage, principalement dans les courtes durées. C'est vrai que tu as eu une entreprise dans le nettoyage où tu es monté jusqu'à plus de 100 personnes pendant près de 20 ans. Donc, grosse expérience là-dessus. Et du coup, grosse expérience aussi en juridique. Aussi. Puisque bon, quand tu as 100 salariés, Tu es obligé de t'intéresser au sujet. je n'en ai pas 100, mais je connais déjà le sujet. Donc, vraiment, là-dessus, aucun doute. Très bien. Et du coup, à ma gauche, Maître Boujard, Ça fait un peu ring de avocat boxe. fiscal. Ah bah attends, direct. À ma gauche. Je te laisse te présenter. Ok, merci Baptiste. Donc Dimitri Boujard, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, investisseur immobilier depuis 2000 et également entrepreneur web. Donc avec le droit d'investir et la rédaction de contrats avec Elodie. Donc quelque chose de très intéressant. C'est un peu grâce au coaching d'Elodie que j'ai switché et qu'on a développé véritablement cette activité de rédaction de contrats. Puisqu'avant, je me limitais à des contrats de conciergerie ou des contrats de sous-location immobilière qui étaient des contrats tout à fait spécifiques. Et Elodie a bien fait sortir le fait qu'on avait une valeur ajoutée supplémentaire sur les contrats de location longue durée à l'année, que ça soit en nu ou en meublé, donc des contrats de la loi de 1989. On va avoir l'occasion de développer ce qu'on a mis dans ces contrats, puisque le but pour nous, c'est de rééquilibrer les droits entre propriétaires et locataires. J'hésite pas à dire que la loi de 1989, c'est mon avis purement personnel, mais également en tant qu'avocat, est déséquilibrée au profit des locataires, et que c'est justement un des freins, là pour le coup je ne suis pas seul à le dire, à l'investissement locatif et à la construction de logements et à la location. Donc actuellement, s'il y a des difficultés de logement, c'est notamment à cause de la loi de 1989 qui, comme son nom l'indique, date de 1989. On est en 2025. Une loi qui a plus de 35 ans. Et il est peut-être temps de la dépoussiérer un peu quand même. Bah, ce serait Tu bien. crois pas? Ouais. Bah, moi Non, aussi, mais- je pense. De toute façon, on le voit aujourd'hui, on est, et d'ailleurs pour beaucoup voyager, j'en parle avec des personnes qui ne sont pas françaises, qui sont dans d'autres pays, elles trouvent ça mais juste délirant, le fait que quelqu'un puisse rester dans ton logement sans payer. Enfin, je veux dire, il y a des trucs aux États-Unis, je pense que tu te fais sortir en 2 semaines, 3 semaines, En 15 jours, je En crois, le 15 shérif, jours, et il il y a- arrive et il te met et il n'y a pas le truc de dehors. trêve hivernale ou de choses comme ça. Même au Canada, il n'y a pas de trêve hivernale, Ouais. paradoxalement. Non mais, j'invente rien, il suffit de se renseigner. Non, c'est clair. Donc ça, c'est fou. Et du coup, de l'autre côté, on a une insécurité liée aux propriétaires. Moi, par exemple, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je suis revenu en France. Alors, j'ai toujours eu mes boîtes en France, mais je suis revenu en France il y a 6 mois. Je me suis mis à chercher un appartement. Et en fait, ils te demandent des dossiers de fou, des assurances de fou. C'est pas du tout fluide. Et même quand tu proposes de mettre 1 an cash, par exemple, ils te disent il va falloir le nantir à la banque, enfin c'est pas le nantir, mais le mettre sur un compte sécurisé à la banque en garantie. On est sur des trucs, c'est vraiment délirant. Pour certains marchés, en l'occurrence là c'est le sud de la France, mais vraiment il y a des marchés sur lesquels c'est très tendu. Pourquoi? Parce qu'il y a une insécurité liée justement aux propriétaires. Donc ça rend le process beaucoup moins fluide Bien et sûr. du coup il y a une insécurité des propriétaires. Maintenant, cette insécurité, elle peut être complètement contrôlée si on rentre vraiment dans la phase plutôt rationnelle. Si on prend des garanties et qu'on ne fait pas n'importe quoi, ben, tout va bien se passer dans l'idée. En tout cas, on limite énormément le risque d'avoir un problème. Exactement. On parle de plein de choses.
On parle de beau, voilà, bien rédigé, on parle de caution, on parle de garantie loyer impayé, on parle de visal, on parle de bail notarié aussi. Alors le bail notarié, on peut commencer par là. Maître Boujard, on m'a dit que c'était une très bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le bail notarié, comment dire en ce moment particulièrement, tout le monde ne jure que par le bail notarié ça, parce ouais. qu'il y a quelques mois, il y a eu une modification législative qui a simplifié ce qu'on appelle les procédures d'exécution. Donc, les procédures d'exécution, clairement, c'est quand vous détenez un titre qui vous permet d'aller prendre directement l'argent ou de saisir la voiture d'un débiteur, par exemple. D'accord? On ne vise pas que les locataires. Là, pour le bail notarié, c'est les locataires, mais en fait, la modification des procédures d'exécution est plus large que ça. L'intérêt du bail notarié, c'est que c'est un bail rédigé par un notaire et qu'un notaire est ce qu'on appelle un officier public ministériel. Ça veut dire qu'il dépose sur le document son sceau revêtu de l'autorité de la force publique et donc pas besoin pour un locataire qui ne paye pas alors qu'il a signé un bail notarié, pas besoin pour un locataire de ce type d'aller devant le juge pour obtenir sa condamnation à payer le montant des loyers. Donc, juste pour la faire simple, il ne paye pas de loyer pendant 3 mois. Voilà. Alors, disons, c'est 800 € de loyer par mois. 800 x 3, 800, 1006, 2400 €. Il nous doit 2400 €. Comme on a eu du coup le tampon du notaire, ça fait office du coup de jugement, de titre exécutoire. Et du coup, on peut tout de suite mandater un huissier pour aller commissaire chercher de justice, maintenant, tu sais que ça change tout le Ah temps. d'accord, ok. Voilà, Un commissaire de justice, excusez-moi, pour aller chercher cet argent en fait. Voilà, c'est ça. Tu donnes le titre, le bail, une copie originale du bail que ton notaire t'aura remis, et tu le donnes au commissaire de justice. Moi aussi, j'allais le faire. Et donc, le commissaire de justice peut engager les mesures d'exécution. Donc, c'est beaucoup plus rapide, en fait. Par contre, le bail notarié a quand même 2 faiblesses. Première faiblesse, il ne permet pas de se passer d'une procédure judiciaire pour expulser le locataire si jamais celui-ci continue à ne pas payer. Donc tu pourras récupérer les loyers plus rapidement. Et ça, c'est la deuxième faiblesse, je vais y venir. Mais tu pourras récupérer les loyers plus rapidement, mais tu devras quand même engager une procédure d'expulsion qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans pour mettre le locataire qui ne paye pas dehors. D'accord ? Et on ne parle pas de jugement de valeur là sur les causes qui conduisent à ne pas payer. Ce n'est pas le sujet. Moi, je raisonne purement en termes, vous ne payez pas, vous ne pouvez pas rester dans le logement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est la première faiblesse. Quand même devoir engager une procédure pour l'expulsion. Deuxième faiblesse, quand j'ai dit pour récupérer l'argent, encore faut-il que le locataire soit solvable. Et ça, c'est une vraie difficulté. Parce que vous aurez beau avoir un bail notarié, si le locataire n'a pas l'argent, vous ne pourrez pas récupérer l'argent. Voiture donc, pas à son nom, pas d'argent. Alors ça, c'est fréquent. Le propriétaire peut se dire, mais mon locataire roule en BMW, en Mercedes, mais la voiture n'est peut-être pas du tout à son nom, c'est peut-être un leasing, c'est peut-être une LOA. Donc dans ce cas-là, c'est qui le propriétaire? C'est l'organisme financier, c'est pas le locataire. Tu ne peux pas lui saisir sa voiture, clairement. Donc tu auras eu l'impression qu'il était solvable, etc. Et puis en fait, non. Ouais. D'accord? Donc s'il n'a pas l'argent, le bail notarié, ou s'il n'a pas de possession, le bail notarié ne sert à rien de plus qu'un bail classique. Et c'est là qu'on retourne sur la garantie loyer impayé. Donc on a 2 garanties aujourd'hui qui sont les plus connues. Garantie loyer impayé, garantie visale. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la garantie visale, de la garantie loyer impayé? Dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Quelles sont vos recommandations? Elodie, sur la garantie loyer impayé, tu as une petite expérience. Oui, j'ai une expérience parce que effectivement, moi, c'est ce que j'utilise dans un de mes logements. Je trouve que c'est simple. C'est eux qui vérifient déjà le dossier de ton locataire, qui valident. Et ensuite, il n'y a pas de condition à la mise en application de cette garantie. Donc, dès que ton locataire, il ne paye plus, dans le mois qui suit, l'assurance prend le relais, quelle que soit la raison en fait. Alors ça, de manière systématique, où on va avoir des GLI qui vont prendre à partir de 3 mois ou... Ça va dépendre effectivement des contrats.
Là, Elodie a fait une En sélection, l'occurrence, a pris un le, bon le- contrat, le oui. bon Ouais. contrat. Ouais, moi, j'ai lu effectivement. toutes les conditions générales d'utilisation Ouais. de mon contrat. Je le précise et je pousse en ce sens parce que c'est vrai que je me dis peut-être que vous qui nous écoutez, vous allez vous dire ah bah j'ai tout de suite ça prend dès le premier mois. Mais en fait, il faut toujours regarder les lignes, Oui. surtout avec les assurances. C'est partout pareil. C'est De ça. façon générale, vous devez lire effectivement les contrats. Elodie aime particulièrement lire l'intégralité des conditions générales et des conditions particulières des contrats, mais c'est un bon réflexe. Et qui le fait sur ces contrats de prêt? Quasiment personne, hein, clairement. Oui. Un contrat de prêt, c'est 14 pages en caractère 10, voire 9, de conditions générales de Il prêt. faut une loupe pour. Voilà, c'est lourd. Donc les gens s'arrêtent souvent aux conditions particulières, durée du crédit, taux de crédit, etc. Vous devez faire la même chose et tout lire sur les contrats d'assurance. D'accord? Et en lisant les contrats d'assurance, D'ailleurs, j'ai réussi, on a trouvé une colle pour l'assureur. pour l'assureur. Que personne d'ailleurs n'a su résoudre. Même pas service public, Ouais. on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Hein. En fait, on demande aussi, dans ce cas-là, il fallait aussi une caution. Enfin, moi, j'ai demandé aussi une caution. Parce que c'était c'est une étudiante. Sinon, tu peux pas cumuler. Sinon, tu peux pas cumuler, effectivement. D'accord. Et dans la caution, il fallait mettre pour combien de temps tu t'engages et sur quel montant. Et là, c'est un bail renouvelable, donc il n'y a pas de durée précise. Donc du coup, ma question, c'était quel montant? Eh bien, ni l'assureur, ni service public n'a su me répondre. Donc, On a j'ai fait ma tranché loi. un peu arbitrairement. Voilà, c'est ça, tu as fait ta loi. On a mis un montant, mais qui est un montant un peu arbitraire. Et on a des problématiques réelles sur le cautionnement, puisqu'il faut que les gens comprennent que il ne faut pas confondre le cautionnement avec le dépôt de garantie. Ce sont deux choses radicalement différentes. Ouais. Et ça, dans le langage commun, tu verras un peu partout que les gens, et tu le sais, que les gens confondent les deux. Le dépôt de garantie, c'est ce que le locataire va donner au propriétaire à l'entrée dans les lieux pour garantir la remise en état à la sortie. D'où, et après on parlera des contrats et des annexes, d'où la nécessité d'avoir des états d'entrée des lieux et des états de sortie des lieux qui sont correctement rédigés et qui sont conformes à la loi. Mais donc ce dépôt de garantie va garantir la remise en état des lieux. Évidemment, il est régi par la loi. Ça va être 1 mois de loyer hors charge pour de la location nue et 2 mois de loyer hors charge pour de la location meublée. On est toujours dans la loi de 89. Là, on parle de la location classique, évidemment, pour des projets d'investissement classiques. Donc, ça, c'est le dépôt de garantie. Le cautionnement, c'est lorsque on va avoir un proche ou un ami qui va s'engager à payer le loyer au lieu et place du locataire si le locataire ne paye pas. Ça, c'est l'acte de cautionnement et la personne qui s'engage est appelée la caution. Donc, ne confondez pas dépôt de garantie et caution. Et après, tu vas avoir des garanties, du coup, comme la garantie loyer impayé, souvent sur la règle de 3 quand même. Oui. Il doit gagner, là c'est une étudiante en l'occurrence, mais je pense qu'il y avait une bonne caution, j'imagine, ou un bon garant à côté, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Puisque c'est une étudiante, mais en règle générale, sur une garantie loyer impayé, loyer de 600, il faut qu'il gagne au moins 1008, donc x 3. Garantie loyer impayé, à peu près combien de pourcents du salaire en paiement? Bonne question. C'est pas du salaire, du loyer. C'est du loyer. Salaire, du loyer, bien sûr, oui. Je crois que tu es à 2,5%, un truc comme ça. Ouais, c'est pas excessif. Oui, ça a baissé. Moi, j'avais pris des garanties de loyer impayées il y a 20 ans. Et en fait, le coût de la garantie a baissé. Alors après, tu as une gradation. Elodie, je crois que tu as pris vraiment garantie de loyer impayé et dégradation locative. Avec ça. D'accord. Exactement. Tu peux aussi même rajouter de la vacance locative. Pourquoi pas? Si tu as une période sans locataire, évidemment, plus tu prends de service, plus le coût de la garantie augmente. Bien sûr, c'est logique. Mais donc, par contre, entre un bail notarié et une garantie loyer impayé, moi, je préfère la garantie loyer impayé. Parce que, en plus, souvent, c'est le garant, la société de garantie ou la société d'assurance, clairement, qui va prendre en charge le coût de la procédure juridique. Et si on passe sur Visa, c'est même Action Logement qui va être subrogé dans les droits du propriétaire, qui va engager l'action en justice contre le locataire. Où là, parce que la garantie Visa, on peut peut-être expliquer aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que GLI sur des revenus qui sont à x3, c'est très bien par rapport au loyer. Mais du coup, il y en a pas mal qui
peuvent, dans certaines zones, ne pas être éligibles Mm. à ça. Et donc là, c'est vrai qu'il y a la garantie Visale à ce moment-là. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qu'est la garantie Visale et les garanties entre une JLI et une garantie Visale, par exemple? Est-ce qu'il y a de grandes différences ou ça revient plus ou moins à la même chose? Il y a des différences assez importantes. Pour la garantie Visale, c'est réservé à certaines populations, Ouais. certaines catégories de revenus. Elle est plafonnée dans le montant. Donc, je crois qu'elle ne va pas au-dessus d'un loyer de 1 500 euros par mois, ce qui est déjà un loyer énorme, puisque, en gros, pour une GLI, il faut avoir des revenus à 4 500. Oui, Donc, et 4 500, c'est une faible partie de la population française qui atteint ce niveau de revenu. Donc, c'est pas brut en plus, hein. C'est vraiment ouais, 4 oui, 500, c'est voilà. voilà, c'est net. Ça a l'air net avant impôt. Donc, la Visale est limitée sur ces montants. Elle est limitée dans le temps également, mais ça, c'est souvent aussi le cas des garanties loyers impayés. Il faut être clair pour moi, la garantie Visale est limitée à 3 ans, mais il faut savoir aussi que s'il y a des périodes de latence, un moment il paye, un moment il paye pas, un moment il paye, un moment il paye pas, bah, c'est quand même 3 ans globalement. Donc, il y a des limitations. Sur les dégradations locatives, il y a une grosse limitation. Visale ne prend pas en charge les dégradations locatives supérieures au montant du dépôt de garantie. D'accord. Donc là, attention, si une garantie loyer impayé, si vous avez souscrit l'option dégradation locative, va prendre en charge dans la limite de 10, 15, 20 000 euros les dégradations locatives. Quand on a 20 000 euros de réparation dans un appartement, c'est déjà qu'il y a un gros niveau. Hein. Ouais, là, c'est top champion, hein. Ouais, c'est fort. Là, c'est du top cassos même. Franchement, c'est. Donc, Mais, il y a ces ouais. différences-là. Il y a aussi des conditions sur les garanties Visale dans certains cas qui tiennent à la personne même de la personne qui demande à bénéficier de la garantie. Jusqu'à certains temps, c'était assez strict sur les conditions de revenus, voire même l'âge des personnes garanties par Visale. Donc là, ça a un petit peu évolué, c'est un peu plus souple. Mais disons que Visale est réservé à une partie plus restreinte de la population. Ouais, je crois que de mémoire, c'est tous ceux qui ont moins de 30 ans. Alors ça a un peu évolué ça aussi, Ouais. effectivement. Et sinon, tous ceux qui ont un salaire en dessous d'un certain montant, Oui. peu importe l'âge, tous les étudiants. Oui. Alors, étudiants étrangers, ça, je ne sais pas s'ils ont Visale. Ils peuvent bénéficier dans certains cas de la garantie Visale. Et il y a une grosse différence aussi avec la garantie Visale, c'est qu'on dit souvent qu'elle est gratuite. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas le propriétaire, contrairement à une garantie loyer impayé, où là, le propriétaire, dans une garantie loyer impayé, va payer chaque mois à l'assureur un pourcentage du loyer, comme on le disait à l'instant. La garantie Visale, il n'y a pas de pourcentage du loyer qui est reversé à l'organisme Action Logement qui propose ce type de garantie. En revanche, il faut bien que ça soit financé à un moment ou à un autre, et c'est financé par le 1% logement ou ce genre de choses. Donc rien n'est gratuit, je le rappelle. Hein. Ce n'est pas parce que le propriétaire ne paye pas en frontal Visale pour que les locataires bénéficient de la garantie qu'il n'y a pas un coût. Évidemment, il faut bien qu'in fine, le coût soit supporté. Et puis attention aussi, ce n'est pas parce que votre locataire a obtenu une garantie Visale et que Visale va prendre le relais et va vous payer le loyer. Et il faut vraiment respecter les conditions de mise en œuvre de la garantie Visale à peine de déchéance de la garantie. Ça, c'est aussi pareil. Hein. Il y a un process à respecter. Si le locataire ne paye pas sur une garantie loyer impayé, il faut avertir l'assureur. Il aura vérifié normalement au préalable, l'assureur, l'éligibilité à sa garantie. D'accord ? Mais il y a un process à respecter, il ne faut pas se rater sur les délais. Mais pour en revenir à ce que je disais, donc Action Logement va prendre en charge les loyers et va donc rembourser le propriétaire, mais Action Logement va se retourner contre le locataire, bien sûr. Ouais. Et donc c'est Action Logement qui, in fine, subit le risque de ne pas pouvoir récupérer les loyers impayés. Et aussi toute cette procédure qui est chronophage, qui te prend de l'énergie, du charge temps. mentale, Voilà, de l'argent. Tout le temps qu'on passe à bosser sur un dossier avec un avocat ou quoi, c'est du temps qu'on passe pas à évoluer, à apprendre de nouvelles choses, à investir dans l'immobilier ou autre. Donc, exactement. super important. Donc, en fait, on peut vraiment se prémunir très largement et assez facilement, et à un coût finalement peu important, contre le risque de loyer impayé. Il y a un autre risque contre lequel on peut se prémunir également, qui est directement lié au risque sur les loyers impayés, qui est le risque relatif à la rédaction du contrat de location. Alors justement, la rédaction du contrat de location, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur
l'impact que ça a. Parce que j'imagine que ce n'est pas pour avoir un beau contrat, c'est vraiment parce qu'il y a un impact derrière. Je le connais, bien entendu, mais bon, vous avez compris que l'objectif, c'est de pouvoir les lancer sur différents sujets pour vous apporter un maximum de valeur. L'importance de la rédaction de ces contrats-là. Pourquoi il faut y mettre du temps, de la conscience et ça nous protège de quoi en fait? Je veux bien répondre à cette question Ouais. sur un point que j'ai vécu finalement. C'est que suite à la rédaction du bail meublé longue durée, puisque j'ai un appartement qui est en meublé longue durée, forcément j'ai utilisé notre contrat. Mm. Eh bien, ce contrat m'a permis de valider le choix de la locataire que j'avais fait. Pourquoi ? Parce que forcément, ce n'est pas un contrat comme les autres, ce n'est pas juste un contrat avec les clauses légales. Et je me suis dit, et quand j'ai fait signer le contrat, j'avoue que j'avais un tout petit a priori, je me suis dit, est-ce qu'elle va être OK de signer ce contrat ? Parce qu'il y a quand même des clauses qu'on ne trouve pas ailleurs. Elle a tout lu. On a discuté des clauses. Et elle m'a dit, moi, ça ne me pose aucun problème. Et elle a signé, mais sans sourciller. Et ça m'a fait dire, OK, j'avais fait mon choix de locataire. Et bien, le contrat vient me conforter dans ce choix que c'est la bonne personne pour moi. Ok. Parce qu'elle est OK avec les clauses qu'on a mis. Donc il y a déjà du coup un impact sur le choix du locataire, Oui, Bien sûr. puisque ça trie tout à fait. énormément. Complètement. Ok. On a potentiellement un deuxième impact sur la protection liée aux dégradations. Ou, je sais qu'on en discutait beaucoup, les personnes qui fument dans les appartements, toutes ces choses-là. Comment on se protège et de quoi d'autre on peut se protéger du coup? Alors, Avec moi, le je suis contrat. parfois un petit peu radical dans la rédaction de mes clauses et Elodie est là pour me tempérer aussi sur la rédaction des clauses du contrat. Donc, oui, j'ai fait pas mal de contentieux devant les tribunaux à l'époque. C'était les tribunaux d'instance. Bon, maintenant, je ne plaide plus, je fais plus que du conseil pour investisseurs immobiliers, de la rédaction de contrats avec Elodie. Mais dans mon expérience d'avocat plaidant, j'ai vu aussi ce que disaient les locataires pour éviter de payer les loyers. Une des choses qui revenait très souvent, c'était la prétendue indécence du logement. Il y a des moisissures, il y a de l'humidité, il y a ceci, il y a cela. Moi, je ne paye plus le loyer. Souvent, je disais au juge, mais si le logement est si mauvais que ça, mais partez, allez ailleurs. Ah non, je reste, mais je ne veux pas payer le loyer. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Donc, et on s'aperçoit de quoi? C'est qu'il y a des obligations qui sont définies par la loi à la charge du propriétaire, fournir un logement décent, un logement qui soit sûr également en termes de diagnostic intérieur d'électricité. Il ne faut pas avoir une boîte à fusibles en plomb d'il y a 35 ans, on risque de provoquer un incendie. Le DPE, avec des normes concernant l'isolation, le chauffage, etc. Mais le locataire a aussi des obligations. Et souvent, les obligations ne sont pas évidentes pour le locataire. Donc, par exemple, aérer le logement. On a renforcé les clauses sur l'aération et du coup l'entretien du logement. Évidemment, si vous bouchez toutes les aérations d'un logement, y compris les réglettes dans les parties hautes des fenêtres, que ça crée des ponts thermiques, ou alors que parce que vous êtes absent 3 semaines, vous avez même pas laissé le minimum de chauffage, vous avez tout coupé, vous revenez. S'il a fait super froid, il y a des moisissures, il y a de la condensation, il y a des ponts thermiques, il y a tout un tas de choses. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais il est arrivé que dans certains logements, ça se passe bien pendant 10 ans ou 15 ans, et quelqu'un arrive, et au bout de 3 mois, on vous dit, oh, il y a des moisissures. Je ne comprends pas, avec les précédents locataires, c'est jamais arrivé. C'est parce qu'il y a une mauvaise utilisation du logement par le locataire. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rédige des clauses dans le contrat qui vont rappeler qu'un logement, on ne fait pas n'importe quoi dedans. Il faut l'aérer, il ne faut pas boucher justement les aérations. Donc aérer, c'est ouvrir les fenêtres aussi, c'est renouveler l'air, et ça c'est aussi pour la santé des locataires, bien sûr. Il y a les questions des VOC, heureusement ce n'est pas les propriétaires responsables, mais si tu achètes un tapis tout neuf, emballé dans du plastique, tu as des VOC qui vont se dégager, si tu n'aères pas, ce n'est pas super bon pour la santé. Donc si le locataire il arrive et il installe son tapis qu'il n'aère jamais, déjà à la base il se fait du tort quand même. Donc on a toutes ces questions, mais au-delà de ça, sur la fumée,
Les gens croient qu'on ne peut pas interdire de fumer, mais on peut interdire de fumer dans un logement. Il n'y a pas une clause dans la loi de 89 qui vise l'interdiction de fumer. C'est l'article 4. Hein. Il y a 20 interdictions, 20 clauses déjà illégales dans l'article 4 de la loi de 89. Donc si vous mettez une de ces 20 clauses, cette clause est illégale ou réputée non écrite. Mais par contre, il y a d'autres clauses qui n'y figurent pas. Et l'interdiction de fumer n'en fait pas partie. Alors je sais qu'il y a un courant qui est de dire oui, mais c'est une atteinte à la vie privée. En fait, tout dépend de la rédaction de la clause. Et par exemple, la loi de 89 prévoit rien dans une colocation. Comment tu veux faire cohabiter un asthmatique qui ne peut pas supporter la fumée de cigarette avec 2 fumeurs? C'est juste pas possible. Donc il y a aussi à un moment des mesures de bon sens. Et la loi, débrouillez-vous. Donc dans la rédaction de nos contrats, on a rédigé les clauses d'une façon telle qu'on respecte la loi et on est allé plus loin, puisque même quand j'oublie de le faire, Elodie me dit « T'as pensé à utiliser contrat de doctrine ?» Qu'est-ce qu'on fait? On rédige les clauses. Déjà, Elodie, avec son esprit juridique et sa formation de juriste, me dit « Là, t'es peut-être allé un peu loin. » Donc là, bon, ouais, tu rééquilibres, mais t'es sûr que la clause est valable? On va vérifier avec doctrine et contrat. Et là, on a une IA, mais pas une legal tech. Hein. J'adore ChatGPT, mais je n'utilise pas ChatGPT pour la rédaction de mes contrats. Et donc, quand on co-rédige les contrats, parce que par une déformation, je dis mes contrats, c'est nos contrats en réalité. Hein, ils sont déposés, ils sont protégés par la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que non seulement nous sommes les auteurs de contrats originaux avec des clauses que tu ne trouveras jamais dans aucun autre contrat, sauf si évidemment on les plagie et qu'on les recopie, ce qui arrive de temps en temps, mais en plus on les dépose à l'INPI pour avoir une preuve de la date certaine du contrat. Donc quand dans des contrats, vous avez des contrats rédigés par des avocats, vous vérifiez en pied de page qui est le rédacteur du contrat. Tous nos contrats sont siglés Dimitri Boujard et Elodie Rétif avec la date de version du contrat. On les passe dans l'outil doctrine et l'outil va nous dire si le contrat est conforme à la loi et si les clauses sont conformes à la jurisprudence la plus récente. Donc s'il y a déjà une clause où je suis allé un peu loin, qui a été invalidée par une juridiction, doctrine va me le dire. Okay. J'ai envie de dire c'est top, parce que comme il y a une date d'édition, moi en tant qu'avocat, je garantis la conformité de mon contrat à la date d'édition qui figure en pied de page. Mais Elodie, elle va plus loin. À propos de la conformité, de quoi t'es-tu aperçu en allant sur certains sites? Ah oui, bon, donc je tairai le nom de ce site très connu. La publicité, c'est nos contrats sont rédigés par des avocats, donc vraiment, ça donne confiance. Conforme et rédigé par des avocats. Mais comme moi, j'adore lire tout ce qui est en tout petit, donc je vais lire les conditions générales de vente et les mentions légales du site, et il y a écrit noir sur blanc qu'il ne s'engage pas sur la conformité des contrats. Ah, je me dis, ça sert à quoi de prendre des avocats si tu peux pas t'engager sur la conformité des contrats? Moi, toute seule, j'aurais jamais fait les contrats, puisque je ne suis pas avocate. J'ai fait des études de droit, mais je ne suis pas avocate. Maintenant, j'ai l'esprit juridique et tatillon. Oui, on peut le dire, tatillon. Donc, ça aide. Ce qui est important, je pense, dans ce domaine, d'ailleurs. Exactement. Et j'ai un esprit aussi très pratico-pratique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aussi dans les contrats qui est important. Mais à aucun moment, on se défausse de sa responsabilité. C'est-à-dire que les sites mettent en avant nos contrats sont conformes, puis dans les petites clauses, ils disent oui, mais on n'est pas responsable de la conformité. Voilà. Et on n'est pas à l'abri d'une erreur, et on n'est pas... Non, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, le contrat, c'est quand même l'essentiel dans la location. Hein. Vous faites de l'investissement immobilier, si vous avez un contrat qui ne tient pas la route, parce que vous avez pris un bail qui vaut 0 sur Internet, vous en aurez pour 0 en termes de sécurité juridique et de conformité à la loi. De toute façon, alors moi j'adore cette phrase, le pas cher coûte très cher. Ah bah ça c'est sûr. Et là tu vois ce que j'aime bien dans ce qu'on propose, c'est que le contrat est co-rédigé avec un avocat, qui en plus est investisseur, donc il connaît aussi bien le milieu, et il assume la responsabilité. C'est-à-dire que demain il y a un problème, c'est ça qui est important. Il met en jeu sa responsabilité d'avocat. Et il propose 15 minutes avec quelqu'un qui aurait acheté un contrat. Il a un problème, il peut contacter Dimitri et il va lui faire
Euh, En 15 minutes, on va En faire 15 une minutes, sorte de voilà. débrief pré-contentieux pour essayer de résoudre le litige amiablement. Comme tu le sais, Ouais. je ne plaide plus, mais au moins le propriétaire ne se retrouve pas tout seul face au locataire et on essaye de trouver une solution en disant attendez, là, cette clause, elle doit être interprétée de telle façon ou là, vous pouvez peut-être proposer ça parce que, en tout état de cause, en plus, le locataire ne pourra pas dire ah, mais j'avais pas compris le contrat, mais j'étais pas d'accord avec, puisqu'il y a une clause de preuve dans nos contrats qui vient expliquer que dès lors qu'on a signé, on est censé avoir lu et accepté tout le contrat. C'est pas le tout de le dire, il faut l'écrire noir sur blanc. Sinon, parfois, tu as des tribunaux qui vont écouter le locataire qui ira de mauvaise foi dire non, mais ça, j'avais pas lu, je l'ai signé Il me l'a sur mis un sur coin la de table. table et puis... Exactement. Voilà, exact. Non. Rapporter la preuve contraire. D'accord? Ok, allez-y. Mais dans le contrat, il y a une présomption que vous avez tout lu et que vous avez signé en toute connaissance de cause et donc accepté l'ensemble des clauses. Ok, C'est la base d'ailleurs allez-y. de paraffer aussi. Paraffer veut dire que tu as eu accès à toutes les pages. Oui, mais, Du coup, mais c'est juridiquement... de la même c'est façon, pas- le paraphe, souvent, il manque sur les contrats. Mm. Il y a des gens qui signent ça, le propriétaire, il oublie de faire paraffer toutes les pages, et ensuite, tu as un locataire qui va dire non, mais moi, je n'ai pas paraffé, donc je n'ai pas lu ça. Monsieur, clause numéro 17, preuve, vous ne pouvez pas soutenir ça. Rapportez la preuve que vous n'avez pas lu et que vous n'avez pas compris ni accepté. Et là, ça va être plus compliqué. Donc là, on sécurise le contrat. Et c'est pas pour être méchant avec le locataire. Non, bien sûr. C'est pour éviter que le locataire vienne ensuite être de mauvaise foi et dire le contraire. Donc il faut blinder les contrats. Et nous, on a des clauses sur ça. On a des clauses sur les données personnelles. On a des clauses vraiment sur l'entretien du logement. On a un paragraphe spécial sur les conditions essentielles du contrat sans lesquelles on n'aurait pas loué le logement. À quoi sert ce paragraphe et cette clause? Bien, on dit que si le locataire ne respecte pas ces clauses particulières sans lesquelles on ne lui aurait pas loué le logement, c'est des clauses qui valent résolution du contrat. Donc on ne reste pas juste sur les 3 cas qui sont des cas classiques, donc résolution pour non-paiement des loyers, pour conflit de voisinage, pour non-paiement de l'assurance, d'accord? On a d'autres cas. Ça va être soumis au juge, mais le juge, il est tenu d'appliquer le contrat. Et donc, dans ces clauses, on va dire, mais il y a cette clause qui est une condition essentielle pour nous, propriétaires. Vous ne respectez pas, vous avez un délai pour vous mettre en conformité. Vous ne vous mettez pas en conformité, on va devant le juge, et le juge devra constater que vous n'avez pas respecté une condition essentielle du contrat, et c'est stipulé contractuellement, et donc devra résilier le contrat. Donc là, il ne pourra pas dire oui, mais ce n'est pas un manquement grave au contrat. Si, c'est grave parce qu'on a stipulé contractuellement que pour nous, c'était essentiel. Donc ça, c'est des clauses que tu verras jamais dans aucun autre contrat. On a étudié des dizaines de contrats, hein, évidemment. Et ça, pourquoi je le fais? Parce que je n'ai pas oublié mes cours de droit d'il y a un certain temps. Et donc, à un moment ou à un autre, je me suis dit, la loi de 89, il y a un article 4, on sait qu'on ne peut pas mettre telle ou telle clause. Mais est-ce que pour autant, ça nous empêche d'insérer d'autres clauses dès lors qu'on s'assure qu'elles ne sont pas en contradiction avec l'esprit de la loi de 89? Et là, je me suis dit, personne ne le fait. Et nous, on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée à nos propriétaires grâce à ça. Magnifique. C'est super intéressant. Donc, de ce que je comprends, le bail notarié, ce n'est pas forcément la meilleure solution. La GLI ou la garantie visale, c'est quand même un très bon moyen de se protéger aujourd'hui. La rédaction des contrats de location est super importante. Donc, ça couvre différents sujets. Bien entendu, ça permet de trier le locataire, ça permet de se protéger juridiquement en cas de contentieux parce qu'on a des arguments qui rendent irrecevables certains arguments de défense de la part du locataire. C'est ça. Et on a aussi surtout du coup un cadre notamment lié par exemple à la ventilation. C'est 80% des raisons d'humidité, le fait que le logement ne soit pas bien chauffé ventilé. Correctement, entretenu, ventilé, etc. Bien sûr. On fume une clope dans l'appartement, on fait n'importe quoi. Les animaux aussi potentiellement, j'imagine que vous avez... On a réfléchi aussi, sur le sujet, bien sûr. On a réfléchi. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a une clause sur les animaux. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'après tout, nous, on a une clause qui n'interdit pas les animaux, puisque ça fait partie des clauses littéralement interdites.
Par contre, on peut restreindre ou éviter que ça se transforme en nuisance. Mm. Tu vois? Et ça, c'est vraiment différent. Et le bail est rédigé également dans l'intérêt du locataire. Il ne faut pas croire que parce que moi j'ai une tendance pro-propriétaire, je suis méchant avec les locataires. Le locataire qui ne ventile pas son logement, qui a ensuite des champignons et des moisissures, Ah bah, c'est nuisible pour sa santé. ouais. Donc il faut juste lui expliquer que c'est aussi dans son intérêt. Et quand tu disais en cas de contentieux, mais l'intérêt de notre bail, on l'a réfléchi aussi avec Elodie, pour prévenir le contentieux, c'est-à-dire pour éviter le contentieux. Il y a plus de 100 000 contentieux locatifs en France chaque année. Plus de 100 000. Ça fait quand même un chiffre compté. C'est un petit peu. Hein, et quand on voit les délais de la justice, parfois les audiences, certains avocats, je vois les posts sur les réseaux, ils obtiennent des audiences à 1 an. Tu te rends compte des délais de la justice. Le but d'avoir des documents bien rédigés, bien cadrés, Elodie me recadre sur la rédaction, justement. Donc, mais c'est vraiment top, hein, parce que tout seul, je m'enferrais un peu parfois dans certaines voies. Et quand on est deux, mais ça c'est pareil dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit l'investissement, quand on est deux, on a deux visions qui concordent. C'est d'ailleurs pour ça que la pratique du juge unique est une pratique contre laquelle je m'élève en termes de contentieux, parce qu'il faut être 3 juges pour avoir 3 opinions divergentes et arriver à trouver la bonne solution. Le juge unique, il est tout seul finalement. Alors il est censé rapporter à ses 2 collègues. En pratique, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a un manque de personnel judiciaire. Ça, c'est le rôle de l'État, de créer assez de postes de magistrats pour que justement ils aient les moyens de rendre correctement la justice. Et je l'ai toujours dit, c'est infiniment plus difficile d'exercer un métier de magistrat que d'exercer un métier d'avocat. L'avocat est là pour défendre les intérêts de son client. Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, peu importe. Il trouve les arguments juridiques pour défendre les intérêts de son client. Il n'est pas là pour juger et rendre la justice. Le juge a une responsabilité qui est d'appliquer correctement la loi. Et quand il a 2 bons avocats en face de lui, compte tenu du niveau de complexité de la loi, dur de savoir qui a tort et qui a raison. Par contre, s'il a un contrat super bien rédigé, hyper clair, il va faire quoi? Il va dire, attendez, il y a un contrat, le Code civil dit en substance que le contrat fait la loi entre les parties, et donc, monsieur le propriétaire, vous n'avez pas appliqué telle clause, ou monsieur le locataire, vous n'avez pas respecté telle clause, et donc voilà comment je vais juger parce que je sais sur quoi m'appuyer contractuellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top. Et donc si on lit le contrat, comme l'a dit Elodie, déjà on sélectionne le contrat, on sélectionne le locataire, parce que si le locataire commence à dire, mais dites donc dans votre contrat là, moi je suis pas d'accord avec ça, pas d'accord avec ça, ça va pas être trop possible de s'entendre. Le tri sélectif. Ouais. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Notre contrat n'est pas méchant. C'est juste pour équilibrer les droits, éviter les litiges. Si le locataire commence déjà à entrer dans le contentieux avant même d'avoir signé le contrat, c'est que ce n'est pas forcément le profil dont vous voulez comme locataire. Merci, au revoir. Voilà. À très bientôt. Non, à jamais. Voilà. Et là, c'est sur des critères purement objectifs. Il n'est pas d'accord avec le contrat. Il a le droit de ne pas être d'accord. Et nous, on a le droit de ne pas être d'accord pour le prendre parce qu'il n'est pas d'accord avec le contrat. Et là, ce n'est pas une question de il ne gagne pas assez, il est méchant. On s'en fiche, c'est purement objectif. On n'est pas d'accord sur les termes du contrat, on ne signe pas. Ce qui est génial quand même, c'est cette liberté contractuelle. C'est encore une chose qui nous reste. Alors, on ne peut pas rédiger le contrat n'importe comment. Ne faites pas vos contrats avec ChatGPT, franchement. Même doctrine, de temps en temps, l'outil contrat, on le tempère. C'est pas parce que c'est un outil d'IA qui a déjà un super niveau qu'on lui fait confiance. On va lui soumettre une clause et il va dire là, telle décision du tribunal a dit que... Etc. Ah non, c'est le tribunal de commerce, alors que nous, on est sur du bail civil. Ça ne cadre pas, ça ne s'applique pas. Donc, de la même façon, vous avez des outils, mais pour le juridique, ça ne peut pas remplacer l'expertise humaine. Ça, ce n'est pas possible. On en reparlera peut-être dans 5 ou 10 ans. Mais à l'heure actuelle, faire rédiger un contrat par ChatGPT, il faut être dingue. Je le dis clairement. Il faut être dingue. Justement, et j'en profite puisque ça fait déjà 40 minutes, je crois qu'on est en train d'échanger ensemble. On a explosé la durée de la vidéo. La durée qu'on s'était fixée, mais c'est, j'imagine et je l'espère, pour votre plus grand bonheur, puisqu'on vous apporte vraiment un maximum
de valeur. Vous trouverez 2 liens dans la description. Le premier, c'est justement maximum d'informations sur le type de contrat que vous proposez, de baux, d'état des lieux, etc. Donc vous pourrez vous balader directement sur le site internet et avoir un maximum d'informations sur tout ça. Le deuxième point, c'est que vous avez aussi la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet si vous souhaitez investir dans l'immobilier de manière rentable et sécurisée. Vous échangerez avec l'un de nos chargés de projet pour définir justement votre projet, votre pourquoi, votre situation actuelle et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner. Merci Elodie, merci Dimitri. Merci Baptiste. Merci, Un Baptiste. maximum de valeur et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo tous ensemble. Avec plaisir. À bientôt.